be completed perfectly. It'll get better. It seems to be getting worse. Camera on a six booster. Hey, we're go flight. Go flight. Go flight. Go flight. 30 seconds. 10, 9, ignition sequence starts. Bonjour Toulouse. Quelle jolie salle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette keynote. On va aller très rapidement. Alors pour nous, moi je suis Olivier, voici Romain qui m'accompagne donc sur ce talk. Nous sommes très heureux de donner cette keynote sur l'espace dans la Cité française de l'espace. Donc pour nous, c'est une sorte d'achievement. Donc vous pouvez nous retrouver très rapidement. Nous, on est deux geeks passionnés de spatial et on va enchaîner tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Oui, tout à fait. Et pour commencer ce talk, il faut déjà vous replacer un peu dans le contexte de l'époque. S'il y a un événement marquant qui marque le début de l'aventure Apollo, c'est le discours de John Fitzgerald Kennedy devant le Congrès américain le 25 mai 1961. Durant ce discours, il va demander l'approbation d'un budget spécial pour un objectif national assez ambitieux. Amener un humain à la surface de la Lune avant la fin de la décennie. Pour bien comprendre cette décision, il faut déjà se rappeler qu'on est en pleine guerre froide, qu'il y a une forte rivalité entre Américains et Soviétiques, et qu'il y a déjà tout un passif sur les questions du spatial. Petit rappel des faits. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques lancent Sputnik, qui devient le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre. Cette nouvelle, pour les Américains, c'est un choc, parce que dans un contexte de tension nucléaire, ça signifie que les Soviétiques, ils ont la capacité technique à déployer de l'armement sur le sol américain. C'est d'autant plus embêtant qu'à l'époque, les Américains, ils n'ont même pas encore d'organisme capable de gérer un programme spatial de grande envergure. Pour y remédier, il faut attendre la création de la NASA le 29 juillet 1958. Nouveau coup d'éclat des Soviétiques, le 7 octobre 1959, la sonde Luna 3 nous retourne la première photographie de la face cachée de la Lune. Et le coup de grâce pour les Américains, il a lieu le 12 avril 1961. Yuri Gagarin, il est soviétique, il devient le premier homme à aller dans l'espace. 3 semaines plus tard, et 20 jours avant le speech de Kennedy, le 5 mai 1961, Alan Shepard, lui, devient le premier Américain à aller dans l'espace. Mais, là où Yuri Gagarin a fait une orbite complète autour de la Terre, Alan Shepard, lui, on lui a fait faire un vol dit suborbital. Comprenez, on l'a juste envoyé assez haut pour qu'il soit techniquement dans l'espace. Pour avoir un Américain en orbite, il faut attendre le vol de John Glenn le 20 février 1962. Donc je pense que là, vous commencez à voir où je veux en venir. Les Américains, ils sont en retard sur les Soviétiques, sur tout ce qui est spatial. Et pour s'affirmer comme une puissance dominante, ils ont besoin d'un exploit. Lancer la course à la Lune, en ça, c'est un super objectif, c'est une super idée, parce que ça implique des efforts à la fois économiques, industriels, mais aussi des efforts de R&D très importants, et ça de la part des deux camps, ce qui va permettre aux Américains d'effacer l'avance dont bénéficient les Soviétiques à l'époque. En effet, c'est une course technologique qui va s'engager. On va vous l'expliquer dans les minutes qui vont venir. Globalement, l'objectif, c'est de concevoir un ordinateur qui va permettre de pouvoir envoyer des gens sur la Lune en passant d'un système tel que celui-ci, représenté à l'écran, donc qui est un ordinateur très expérimental sur un banc de test, à quelque chose comme ceci, qui puisse être embarqué dans plusieurs modules d'espace très réduit. Donc ça, c'est globalement un ordinateur qui va permettre de les guider tous. Et on ne peut pas parler de l'ordinateur des missions Apollo, qui est l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, sans parler de Charles Stack Draper, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la navigation inertielle et qui a créé le laboratoire au MIT qui permettra justement la conception de cet ordinateur. Vous le voyez ici en photo à gauche, à côté de Werner von Braun, qui n'est autre que le concepteur du lanceur Saturne V, pour lequel il y a aussi un ordinateur qui a été conçu pour l'occasion. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans les détails, on va se demander qu'est-ce que c'est l'AGC, à quoi ça sert? Effectivement. Alors, Olivier il vient de le dire, hein, AGC, c'est l'acronyme pour Apollo Guidance Computer. C'est l'ordinateur de bord qui va équiper l'ensemble des modules habités du programme Apollo. Donc, pourquoi un ordinateur de bord? Pour comprendre, il faut déjà voir un petit peu le déroulé d'une mission.
donc très rapidement. Tout commence avec le décollage de la Saturn V, dont on a eu des superbes images juste avant, et la mise en orbite du train lunaire, très rapidement suivi de ce qu'on va appeler une injection translunaire. À partir de là, on a une phase de transit de 3 jours de la Terre à la Lune, ponctuée par des petites corrections de trajectoire, et l'insertion en orbite lunaire, elle se fait avec l'allumage du moteur de service. Une fois en orbite, 2 des 3 astronautes montent à bord du module lunaire, qui va séparer du module de commande, et ce module lunaire il va réaliser une descente propulsive jusqu'à la surface. Une fois la mission à la surface terminée, le second étage du module lunaire redécolle, atteint l'orbite et fait toute une série de manœuvres pour réaliser un rendez-vous orbital avec le module de commande. Une fois le rendez-vous effectué, tout le monde remonte à bord du module de commande, le module lunaire est abandonné sur place, et on rallume le moteur du module de service pour quitter l'orbite lunaire. De nouveau, phase de transit, Terre-Lune, 3 jours, là encore des petites corrections de trajectoire, et la mission elle se termine avec la séparation entre le module de commande et le module de service, la rentrée atmosphérique et l'amérissage du module de commande. Donc là, déjà, premier point important à souligner, il n'y a pas un, mais 2 modules habités. On a donc 2 ordinateurs par mission. Le second point important à souligner, c'est que là, c'est juste un schéma explicatif, il n'est absolument pas à l'échelle. Le système Terre-Lune, en vrai, ça ressemble à ça. On a 400 000 km qui séparent les 2 objets, et ça demande une précision en termes de navigation qui est telle que c'est juste pas atteignable pour un humain. On a donc besoin d'assister nos astronautes avec un ordinateur. Donc tout naturellement, la première responsabilité de l'AGC, c'est la navigation. Et quand vous voulez naviguer, il y a plusieurs questions auxquelles il faut savoir répondre. La première, c'est quelle est l'orientation de mon vaisseau, quelle est son attitude. Si je vous demande c'est quoi le haut, spontanément, vous allez me dire c'est là. Facile, la gravité, la pesanteur. Ça, dans l'espace, ça ne marche pas. Parce que la gravité, ce n'est pas facilement mesurable, et puis ce n'est même pas un référentiel très pertinent. L'AGC, il embarque une base de données avec des étoiles de référence qui vont nous permettre d'avoir un premier référentiel absolu. Et à partir de ce référentiel-là, il va être capable de jongler vers d'autres référentiels, comme par exemple le système Terre-Lune. En tout, il utilise 5 référentiels distincts pour une mission. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on est ? Donc l'AGC, il est accompagné d'une centrale inertielle qui va mesurer tous les changements d'attitude et les accélérations du vaisseau, et à partir de là, on va être capable de déterminer la position exacte de celui-ci. Mais bon, ce système, il a beau être extrêmement précis, il n'est pas parfait. Donc on va demander régulièrement aux astronautes de venir affiner la position du vaisseau, et pour ça, on va utiliser un système d'optique, et on va aller mesurer des angles, donc entre nos étoiles de référence et des objets, comme par exemple la ligne d'horizon de la Lune, ou un référentiel sur Terre, par exemple la baie de San Francisco. Et avec ces angles-là, on va être capable de déterminer la position exacte du vaisseau. Donc là, je vous parle de mesures très précises. On parle d'optique avec une précision de 10 secondes d'arc. 10 secondes d'arc, c'est 1/6 d'un 60e de degré. Ces méthodes de navigation, elles sont encore utilisées par nos sondes et nos satellites modernes. Et enfin, dernière question pour la navigation, c'est où est-ce qu'on se dirige ? Dans l'espace, tout objet est en chute libre et décrit des trajectoires dites balistiques. Ça signifie 2 choses. Rester immobile, c'est impossible. Une trajectoire linéaire, c'est impossible. Donc l'AGC, il embarque 2 méthodes de calcul distinctes pour calculer ces trajectoires. Et une de ces méthodes repose sur le modèle d'un simple cône. En fait, vous avez un cône, et en fonction du plan que vous prenez dans ce cône, vous pouvez représenter à peu près n'importe quel type de trajectoire possible dans l'espace. La deuxième grande responsabilité de l'AGC, c'est le Digital Autopilot, le DAP. Donc le DAP, c'est un système de commande de vol électrique qui va permettre aux astronautes ou à un programme de définir l'attitude qu'ils souhaitent obtenir de la part du vaisseau. Donc pour orienter un vaisseau dans l'espace, on utilise ce qu'on appelle les Reaction Control Systems, les RCS. Donc là, à l'image, vous avez le couple module de commande, module de service, et les RCS, c'est par exemple ces petites grappes de propulseurs qu'on voit là sur le côté du module de service. Donc la responsabilité du DAP, c'est de déterminer quel propulseur actionner, quand, combien de temps, en tenant compte de potentiel panne et en tenant compte de la répartition de la masse du vaisseau. Petit rappel d'un principe de physique, vous avez un objet, vous exercez une force sur celui-ci. Si cette force elle passe par le centre de la masse de l'objet, vous allez lui imprimer un mouvement de translation. Si elle est excentrée, vous allez plutôt obtenir un mouvement de rotation. Et tout le problème, c'est que la position des RCS, elle est fixe. Par contre, les configurations du vaisseau, et donc les répartitions de la masse, elles sont très variées au cours d'une mission. Pour vous donner un ordre d'idée de la complexité de la tâche, le DAP, à lui tout seul, c'est 10% de la code base de l'AGC. Troisième responsabilité, c'est afficher de la donnée à l'équipage, aussi bien sur les paramètres de vol que sur l'état des systèmes. Et la dernière grande responsabilité, c'est la liaison avec le sol et la télémétrie.
Donc l'AGC, c'est un ordinateur qui est déjà capable de communiquer avec le monde extérieur. Il va uploader de la donnée au sol, ce qui va permettre au contrôle de voir ce que l'ordinateur affiche à l'équipage, ce que l'équipage fait avec, mais aussi ça va permettre aux ingénieurs de vérifier le bon état de santé des systèmes. Et inversement, le contrôle il va être capable d'uploader de la donnée pour, par exemple, programmer des tâches de housekeeping ou fournir des paramètres pour une manœuvre orbitale. Et maintenant que vous voyez à peu près à quoi sert l'ordinateur, je pense qu'Olivier, tu peux faire les vraies présentations. Voilà. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va parler du hardware. Donc, les caractéristiques de l'AGC, quelles sont-elles? Donc, c'est un ordinateur qui a été conçu, un ordinateur spécifique pour un usage spécifique. Donc, il a été conçu avec certaines technologies de l'époque. Je vais vous donner quelques caractéristiques pour un petit peu vous donner un ordre de grandeur. Fréquence principale de l'ordinateur, c'est 2 MHz. Cette fréquence, elle est divisée en 17 étapes successives pour alimenter différentes parties de l'ordinateur. Un certain nombre de compteurs, un certain nombre de générateurs d'interruptions, ce genre de choses. On va y revenir juste après. C'est un processeur qui est en complément à 1. Aujourd'hui, l'intégralité de nos processeurs sont en complément à 2. Le complément à 1, juste pour rappel, c'est pour pouvoir représenter les nombres négatifs, notamment, c'est-à-dire on va permuter simplement les bits. Ça a un certain avantage, mais c'est aussi pas mal d'inconvénients. La largeur de registre, c'est 16 bits. C'est-à-dire que c'est déjà un ordinateur qui est 16 bits. Bon, en vrai, il effectue ses calculs sur 15 bits et il utilise un bit de parité pour vérifier que tous les autres bits sont bons. Il y a une consommation de 55 watts. Une dimension de 61 par 32 par 17 cm, donc c'est une jolie boîte qui est assez compacte pour l'époque. On peut dire que pour nous, c'est plutôt intransportable. Pourquoi? Parce que c'est quand même un poids de 32 kg. Ça pèse son poids. Donc c'est quand même, cet ordinateur, c'est une révolution technologique pour l'époque. Il faut rappeler, on va y revenir juste après, que le transistor a été inventé quelques années auparavant. Donc si on essaie de se représenter un petit peu la puissance de l'AGC, si on la compare à quelque chose qu'on connaît, par exemple un smartphone, un Nokia 3310, le Nokia 3310 qui est sorti donc, au tout début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, c'est déjà un processeur de type ARM V7 qui est cadencé à 13 MHz. Je ne vous parle même pas de la mémoire qui est à l'intérieur. Et si on compare par rapport à une calculatrice assez récente, par exemple une calculatrice ici Open Hardware de Nuvox, qui est aussi un ARM V7 32 bits qui est cadencé à 216 MHz. Donc on voit déjà en termes de capacité, la calculatrice aujourd'hui est sur le papier beaucoup plus évoluée que l'ordinateur de l'époque. L'architecture de l'AGC, par contre, elle est relativement simple et plutôt moderne. On va retrouver des blocs fonctionnels qu'on va retrouver aujourd'hui dans la plupart de nos ordinateurs. Donc, si on parle essentiellement de blocs fonctionnels, on va retrouver de la mémoire fixe, donc la ROM, de la mémoire réinscriptible, la RAM. On va retrouver donc un certain nombre d'oscillateurs et de générateurs d'interruption, des générateurs d'adresses, une unité arithmétique et logique, des canaux d'entrée-sortie, ce qu'on pourrait dire les GPIO sur des processeurs, des microcontrôleurs récents, des systèmes de décodage d'instructions et un petit peu de logique autour de tout ça. Donc c'est une architecture qui est quand même relativement moderne et proche de ce qu'on connaît. C'est un ordinateur qui est exclusivement construit avec des portes NOR, donc des portes non-OU. Des portes non-OU à 3 entrées et une sortie. Alors pourquoi? Parce que les portes non-OU sont ce qu'on appelle des portes universelles. Avec une porte non-OU, vous pouvez construire n'importe quel circuit logique. Il existe 2 types de circuits universels, les portes non-OU et les portes non-E. Pourquoi est-ce qu'on a pas utilisé des portes non-E? C'est que les portes non-E ont tendance à inverser le signal, donc pour pouvoir rétablir le signal dans le bon sens, le sens que l'on souhaite à la fin, il nous faut rajouter 2 portes supplémentaires. Donc là, on utilise des portes non-OU pour faire des économies d'électronique. Ces portes non-OU, elles sont regroupées par 2, et je vais vous expliquer juste pourquoi après. Elles sont regroupées par 2 et elles sont en technologie résistor-transistor logique. C'est la technologie qui précède la technologie TTL, résistor-transistor logique. Pourquoi? Parce qu'on utilise des transistors et des résistances pour pouvoir mettre à jour et capter les niveaux. L'inconvénient de cette technologie, c'est qu'elle est relativement consommatrice de courant, d'où la consommation globale de 55 watts. Par contre, c'est une technologie qui est relativement mature et qu'on arrive à maîtriser. Et donc ces portes non-OU sont dans le silicium, représentées ainsi, donc regroupées par 2 systématiquement. Et comme je le disais tout à l'heure, rappelons que le transistor est une invention très récente. Le transistor, c'est 1947. Là, on est déjà sur donc, des portes logiques relativement discrètes qui sont intégrées et regroupées dans un ordinateur complet. Un transistor, le tout premier transistor, voilà, si j'arrive à l'afficher, c'est donc 1947, ça c'est le tout premier transistor. Donc vous voyez déjà le niveau d'intégration entre 47 et le début des années 60. Alors, pourquoi les portes sont regroupées par 2? Parce que
un des éléments de base de la constitution d'un ordinateur, c'est le latch, c'est-à-dire d'avoir une bascule sur laquelle on applique un signal, on retient une sortie, et on fait basculer ce bit, et on change la sortie, et on retient ce signal. Et donc ce latch, il est utilisé partout. Globalement, ça vous permet de représenter un bit dans un processeur. Il est utilisé partout, et notamment dans l'utilisation pour créer des registres, notamment des registres internes, les accumulateurs, les registres qui vont vous permettre de stocker l'état interne de certains calculs. Et donc là, vous voyez ici la représentation d'un bit, d'un registre dans l'ordinateur. Donc avec un certain nombre de portes non OU, on retrouve nos bascules ici. Donc très pratique de les avoir regroupées par deux, parce que vous allez les retrouver un petit peu partout. Donc ça vous permet de pouvoir représenter quelque part déjà un niveau d'information. Dans le processeur, vous avez d'autres circuits aussi qui sont ultra importants. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est l'ALU, l'unité arithmétique et logique. Donc ça, c'est elle qui va vous permettre d'effectuer les calculs, des additions, des soustractions, des opérations logiques, des et, des ou exclusifs, ce genre de choses. Et donc on va retrouver, effectivement, vous voyez ici, un certain nombre de portes qui vont être utilisées en latch et un certain nombre de choses qui vont vous permettre donc de faire des calculs. Donc des additions, retenir des retenues, etc. Donc tout ça c'est un bloc fonctionnel qu'on va retrouver donc, dans l'ordinateur. Il y en a plusieurs. Donc, pour vous représenter l'unité arithmétique et logique, voici un des modules de l'unité arithmétique et logique. Chaque module implémente 4 bits. Je vous ai dit, c'est un processeur 16 bits, donc vous avez 4 modules arithmétiques et logiques dans l'ordinateur. Il y a 2 cartes avec globalement 60 chips pour un total de 240 portes NOR en tout. Avec ça, vous avez votre unité arithmétique et logique complète qui vous permet d'effectuer vos calculs. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est calcul, comment stocker des bits en interne et tout ça, on va parler aussi de la mémoire. Ça, c'est très important. La mémoire, comme vous en avez aujourd'hui sur vos ordinateurs. La mémoire à l'époque, ça c'est la mémoire vive de l'ordinateur. C'était une technologie qui était utilisée en mémoire à tord de ferrite. C'est-à-dire qu'on utilisait une matrice de fils, et à chaque intersection de ces fils, on mettait un tout petit tore, qui mesurait à peu près 2 mm, un tore de ferrite, qui permettait donc de stocker l'état d'un bit. Alors comment ça fonctionne? En gros, vous faites circuler un courant à l'intersection d'un tore de ferrite, vous allez polariser votre petit tore dans un sens. Si vous faites circuler le courant dans l'autre sens, vous allez le polariser dans l'autre sens. Donc vous allez pouvoir stocker l'état d'un 1 ou l'état d'un 0. Donc ça va vous permettre de pouvoir stocker n'importe quel type de données dans votre mémoire qui correspond aujourd'hui à la RAM. C'est pour ça qu'on appelle ça la mémoire erasable, la mémoire donc, que l'on peut effacer. Cette mémoire, elle a un temps d'accès d'à peu près 1 microseconde. Donc on est capable d'écrire en 1 millionième de seconde dedans, ce qui est déjà assez rapide pour l'époque, mais ça pose aussi des contraintes pour l'ordinateur. Comme je le disais tout à l'heure, sa fréquence principale est de 2 MHz, donc ça va quand même 2 fois plus vite. Donc il y a un certain nombre de composants qui sont utilisés justement pour cet accès à la gestion mémoire et pour pouvoir donc accéder à cette donnée et pouvoir l'inscrire. La mémoire vive, c'est 2048 mots de 15 bits plus 1 bit de parité. Donc ça représente à peu près 4 kilooctets de mémoire. Vous avez 4 kilooctets pour pouvoir gérer votre programme de vol. Si vous la voyez ici en vue éclatée, donc avec un certain nombre de diodes, toute la partie que je vous ai présentée en mémoire à tord de ferrite qui est en dessous, et l'alimentation, et tout ça. Maintenant que je vous ai parlé de la mémoire vive, il va bien falloir stocker le programme. Il n'y avait pas de disque dur, pas de clé USB, pas de bande magnétique. Il faut rappeler que l'espace est un environnement qui est assez difficile. Et donc on va utiliser à peu près la même technologie, mémoire à tord de ferrite, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour notre mémoire morte à peu près la même technologie. La seule différence, c'est qu'on ne va pas avoir besoin que cette mémoire soit réinscriptible. Au contraire, il faut qu'elle reste toujours la même. Et donc, les tors sont utilisés de telle manière à ce qu'ils stockent déjà l'état d'un bit, et on va utiliser un certain nombre de fils dans lesquels on va faire passer ou pas ces fils dans un tore. Donc la mémoire de programme, c'est 36 864 mots de 15 bits plus 1 bit de parité, toujours, et ça représente à peu près 72 kilooctets de mémoire de programme. Donc dans les 72 kilooctets, vous avez tout votre programme de vol pour votre AGC.
Donc cette mémoire, c'est ce qu'on appelle la core rope memory. Alors pourquoi? Parce que comme je disais, cette mémoire, elle suit un petit peu, c'est comme un fil, hein, une sorte de grosse corde qu'on va pouvoir enrouler comme ça. Et donc on va pouvoir, si je vous montre sur le schéma comment c'est fait, on va utiliser un certain nombre de tors de ferrite dans lesquels on va faire passer parfois des fils, parfois on va les faire passer à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des économies de place, parce que les tors ça pèse un peu lourd au final, on va pouvoir réutiliser un tors jusqu'à 24 fois. Et le fun fact, c'est que cette mémoire, en fait, elle est tricotée à la main. Voilà, comme ceci. Voici comment elle était fabriquée sur un banc de test. Donc il y avait deux opérateurs, souvent des opératrices qui se faisaient face à face, elles suivaient un schéma et elles utilisaient une aiguille et passaient les fils dans chaque tore. Et ensuite, je vais vous montrer sur une petite vidéo comment ça se faisait à l'époque. Donc voici donc des opératrices qui se faisaient face et donc qui passaient et repassaient ces fils dans chaque tore. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opération qui est très longue, qui est potentiellement sujette à des erreurs humaines. Donc il fallait que les programmes soient finis d'être conçus jusqu'à 10 mois avant le lancement de chaque mission. Parce que rien que le processus de fabrication prenait plusieurs semaines, plus les tests. Et donc s'il y avait une erreur, vous imaginez aller détricoter ça et retricoter comme il faut. Et donc la dernière partie de l'AGC, on a parlé donc du CPU, de la mémoire morte, eh bien c'est de gérer les entrées-sorties. C'est communiquer avec le monde extérieur. Parce que l'AGC, il va avoir cette notion, ce rôle un peu central de gérer tout le programme de vol, mais aussi de communiquer avec les équipements, notamment la centrale inertielle, les RCS, le tableau de commande, sur lequel on reviendra tout à l'heure, etc. Donc il y a toute cette gestion, toute cette électronique qui va vous permettre donc de gérer les entrées-sorties. Et maintenant que je vous ai présenté le hardware, on va pouvoir parler un petit peu du système, c'est-à-dire comment ça fonctionne à l'intérieur. Tout à fait. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette photographie, enfin j'espère du moins, Margaret Hamilton, qui pose à côté de la code base de l'AGC. Donc Margaret Hamilton, elle a été responsable du Draper Laboratory au MIT à partir de 1970. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, c'est le laboratoire qui a développé l'ordinateur et la centrale inertielle qui l'accompagne. Le fruit de leurs travaux, c'est un ordinateur monothreadé multiprocess. Alors multiprocess, pour les mêmes raisons que nos machines modernes, hein, ça nous permet de découper un gros problème bien complexe en un ensemble de problèmes plus petits, et donc plus faciles à appréhender, à développer et à tester. À l'époque, on a deux grandes stratégies pour gérer le multiprocess. Le coopérative multiprogramming, où les processus sont capables d'eux-mêmes de rendre la main, et le préemptive multiprogramming, où on va plutôt venir interrompre les processus au bout d'un certain nombre de cycles CPU. Dans le cas de l'AGC, on a un mix des deux stratégies. Donc, pour gérer ces processus, on n'a pas d'OS à proprement parler sur l'AGC. À la place, on a un truc qui s'appelle l'exécuteur. Le cœur d'exécuteur, c'est 3 tables en mémoire vive à des adresses fixes et des tailles fixes. La première, c'est le core set, qui contient 6 emplacements de 12 mots dans le cas du module de commande, et 7 emplacements de 12 mots dans le cas du module lunaire. Et à chaque emplacement, vous allez trouver un processus avec son état et des métadonnées, comme par exemple sa priorité. La seconde table, c'est le vecteur accumulator, le VAC, 5 emplacements de 44 mots qui lui permettent de stocker l'état des processus exécutés dans l'interpréteur. On va y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, la waitlist, qui, elle, permet de stocker des processus à exécuter dans un futur proche. On va retrouver dans les métadonnées, notamment, le temps restant avant le début de l'exécution. Et pour administrer ces tables, et donc les processus en cours d'exécution, on a tout un ensemble de routines appelables sur simple instruction CPU. La notion de temps, elle est importante. On a besoin d'avoir cette capacité à démarrer un programme à un moment précis de la mission. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur un des schémas d'Olivier, dans l'architecture du CPU, on trouve notamment une horloge qui permet d'alimenter des timers. On en trouve plusieurs, donc par exemple le timer 3 qui permet de démarrer les processus inscrits dans la waitlist. À chaque fois que vous allez changer le processus en cours d'exécution, vous avez toute une routine de context switch qui se met en place. Donc vous allez décharger le processus, charger le nouveau processus, ou en spawner un nouveau, et vous allez mettre à jour vos tables de l'exécuteur. Donc tout ça, c'est un certain coût en termes de cycle CPU, et on veut éviter de le faire trop souvent. Et là, je suis obligé de faire un petit aparté et vous parler des compteurs. Il y a certains systèmes hardware qui accompagnent l'AGC qui ne servent qu'à une seule chose, alimenter des compteurs. Le problème de ce type de système hardware, c'est qu'ils ont une tendance à générer énormément d'IO. Un exemple très concret, la centrale inertielle, elle a 3 gyroscopes d'une précision de 39 secondes d'arc.
Avec une telle précision, si votre vaisseau il prend un mouvement de rotation de ne serait-ce quelques degrés par seconde, vous avez rapidement des centaines, voire plus d'un millier de signaux I/O chaque seconde. Si à chaque signal vous spawnez un processus, avec le context switch, vous allez rapidement avoir un problème de ressources. Donc pour contourner le problème, les ingénieurs ils ont mis en place un hack qu'ils ont baptisé le cycle stealing. Donc le principe il est tout bête. Votre système hardware il est interfacé avec l'AGC par le biais d'un device qu'on appelle un Coupled Data Unit, un CDU. Et CDU, il n'a qu'une seule responsabilité, c'est recevoir le signal du hardware et aller inscrire un pulse, une pulsation dans un registre dédié du CPU. Et quand le CPU détecte la présence d'une de ces pulsations, il va aller voler son prochain cycle au processus en cours d'exécution, d'où le nom cycle stealing. Et ce cycle CPU, à la place, il va s'en servir pour aller incrémenter ou décrémenter le compteur associé au registre. Je ferme la parenthèse, je reviens à l'exécuteur. Sa dernière grosse responsabilité, c'est la gestion des erreurs. En cas d'erreur d'un processus, on a 3 scénarios possibles. Soit c'est un petit processus assez peu critique, auquel cas on le laisse cracher, c'est pas grave. Dans le cas de processus un peu critique, on a toute la logique de software restart, qui consiste à aller nettoyer nos 3 tables, core set, vac, whitelist, puis à venir respawner un à un les processus qui étaient en cours d'exécution. Et si cette logique elle échoue, alors là on tombe dans la logique de AGC fresh start. Donc là, on se contente juste de nettoyer nos tables et on place l'ordinateur dans un état idle. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter parce que ça nécessite un certain nombre de manipulations de la part des astronautes pour redémarrer l'ordinateur. Et dans certaines phases de vol, on ne peut juste pas se le permettre. Dans le cas du software restart, là encore, 2 cas de figure. Soit on a un petit processus assez peu coûteux en temps de calcul, auquel cas on le exécute dans sa totalité. Et pour les processus plus coûteux, on va plutôt chercher à les redémarrer à des états intermédiaires connus. Donc, toutes ces logiques de redémarrage, elles sont stockées dans 2 tables dans la mémoire morte, la group et la restart table. Et les paramètres qui viennent alimenter ces logiques de redémarrage, elles sont dans la fast table, dans la mémoire vive. La fast table, elle a une autre responsabilité très importante, on le verra par la suite. Elle contient un registre, le mode register, qui permet de stocker ce qu'on appelle le major mode. Là aussi, vous allez avoir des exemples tout à l'heure, mais pour faire simple, le major mode, c'est un processus long qui correspond à une phase très spécifique de la mission. Alors, tout ce dont je viens de vous parler sur le système, c'est codé en assembleur, ce que les ingénieurs d'époque avaient baptisé le BASIC. Rien à voir avec le langage du même nom, je vous rassure. Le problème de ce BASIC, c'est qu'il souffre d'un certain nombre de limitations. Il n'est pas adapté pour développer des programmes type programme de navigation ou des programmes d'UDAP. Donc pour contourner ce problème, on trouve dans l'AGC l'interpréteur. L'interpréteur, c'est une architecture CPU logicielle qui apporte tout un tas de capacités supplémentaires aux développeurs. Donc double, triple précision, vecteur, matrice, des fonctions arithmétiques, trigonométriques. Bien sûr, qui dit abstraction, surcouche, dit aussi surcoût en termes de temps de calcul. Donc, le monde de l'interpréteur est assez lent. Certaines fonctions trigonométriques prennent jusqu'à 9 millisecondes pour s'exécuter. C'est énorme. Et pour accompagner l'interpréteur, il a son propre langage, l'interprétive. Donc là aussi, ce n'est pas un langage de haut niveau dans le sens auquel on l'entend aujourd'hui, mais c'est plutôt une forme d'assembleur qui expose un peu tous les types et les fonctions que je viens de vous énoncer juste avant. Donc là, vous en avez un exemple à l'écran, ça c'est de l'interprétive. Et on trouve des fonctions arithmétiques dans cet exemple-là. Donc SQRT, la racine carrée, DSU pour la soustraction, DDV pour la division. Et cette interprétive, bon, ça n'a pas marché, là. Il a une propriété assez intéressante, c'est qu'il s'écrit sous forme d'expression. Et une expression, vous pouvez la parcourir sous la forme d'un arbre binaire. L'avantage d'un arbre binaire, c'est que pour stocker tous les états intermédiaires, une simple pile suffit. Vous avez besoin de stocker, vous empilez, vous avez besoin de récupérer un état intermédiaire, c'est naturellement celui que vous avez empilé en dernier. Donc une gestion de la mémoire extrêmement simple. Maintenant qu'on a fait à peu près le tour du système, Olivier il va vous expliquer comment les astronautes interagissaient avec l'ordinateur. En effet. Maintenant qu'on a tout ça, il va falloir trouver un moyen d'interagir avec cet ordinateur. Donc pour ça, ils ont créé une interface utilisateur qui s'appelle le DISKey, qui signifie Display and Keyboard, tout simplement. Voici à quoi il ressemble. Donc le DISKey, c'est une grosse boîte qui est placée à des endroits stratégiques de chaque module, et donc qui ressemble à ceci, et donc qui va permettre de pouvoir interagir avec l'ordinateur pour lui donner des ordres ou pour aller contrôler un certain nombre de registres ou un certain nombre de variables à l'intérieur. Donc le DISKey, il est très simple. Son clavier, comme vous le voyez, c'est un clavier numérique avec certaines touches spéciales, verbe et nom, que je vais vous expliquer juste après. Donc le DISKey, où est-ce
qui se trouve? Globalement, sur le panneau de contrôle principal de la mission, on va le trouver ici, encadré en rouge, voilà, ici. Donc ça, c'est un des endroits où on va le trouver. Sachant que sur ce panneau principal, dans un des modules, en fait, il est utilisé 2 fois. C'est-à-dire il est sur ce panneau de commande et il est à un autre endroit du module pour qu'il soit accessible à tous les astronautes. Donc, pour contrôler l'ordinateur, il a fallu donc trouver une façon de pouvoir dialoguer avec. Et donc, on a inventé cette notion de programme de verbe et de nom. Le programme, Romain en a parlé tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, permet donc de sélectionner dans quelle phase de vol on est, et donc dans quelle phase de la mission, et ce qu'on va pouvoir faire pendant cette phase de la mission. Les verbes et les noms vont pouvoir donc dire « je vais effectuer telle ou telle action sur l'ordinateur ». Petit exemple. Donc on a une syntaxe dite courte sur laquelle on va taper verbe, le numéro du verbe et entrée. Ça va permettre de dire à l'ordinateur « effectue telle action ». Vous avez la syntaxe dite complète qui va permettre aussi d'associer ce verbe à un nom, c'est-à-dire à un objet dans l'ordinateur. De dire, par exemple, j'appuie sur verbe, le numéro du verbe, donc qui va correspondre à l'action. Ensuite, le nom, le numéro du nom sur lequel on veut effectuer cette action et entrée. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple et très facile à utiliser pour les astronautes. C'est quelque chose qui est mémotechnique. La plupart des verbes et des noms, ils les connaissent par cœur. Bon, néanmoins, comme il y en a beaucoup, ils avaient quand même une feuille de triche qui était affichée dans chaque module. Pour vous donner donc un petit ordre d'idée, voici la liste des programmes qui sont disponibles donc, pour une mission Apollo. Et ici, voici la liste des verbes et des noms. Donc vous voyez, il y en a quand même un certain nombre, et donc certains qui étaient très très peu utilisés, donc c'est pour ça qu'il y avait une feuille de triche affichée donc, dans chaque module. Prenons un exemple, par exemple, si on veut faire le test des lampes, parce que vous avez vu le DISCI, en fait, l'affichage, ce n'est pas un écran LCD. Ce n'est pas des LED, donc c'est des systèmes à filaments. Donc il fallait à un moment donné, pour être sûr que tout était affiché correctement, de pouvoir tester le panneau de commande pour voir s'il affiche bien les bonnes données. Donc pour tester ce panneau de commande, il suffisait d'appeler la commande donc verbe 3.5 entrée. Donc ça permettait d'allumer toutes les lampes donc, du DISCI et donc de vérifier que tout s'allumait correctement, qu'il n'y avait pas de défaut d'affichage. Très important, quand vous êtes sur une phase de vol où vous attendez à avoir une information, il vous faut être sûr que la diode correspondante, l'affichage correspondant puisse s'allumer. Un autre exemple, par exemple, c'est d'afficher le temps courant depuis le début de la mission. Donc, le temps courant, c'est relatif au lancement de la mission. Donc, vous allez faire verbe 1.6 qui correspond au verbe monitor. C'est-à-dire, je vais afficher la valeur d'un registre à l'intérieur. Ensuite, nom 3.6, ça veut dire le temps courant depuis le début de la mission. Donc c'est un registre spécial qui ne fait que s'incrémenter depuis le début de la mission. Et en appuyant sur Entrée, le DISCI va vous permettre d'afficher quel est le temps courant depuis le début de la mission. Donc on vous a parlé des programmes, donc voici la liste des programmes que j'ai remis ici. Donc vous avez différents types de programmes. Par exemple, le programme 0 qui est le programme idle. Idle qui permet de se mettre en position lorsque la Saturn V est sur le pas de lire et que la mission est sur le point de démarrer, de se dire je suis en attente du démarrage de la mission. Vous avez d'autres programmes, comme par exemple faire des tests système, de se faire le rendez-vous en orbite lunaire, d'informer aussi la mission qu'on a à l'UNI, etc. Donc il y en a toute une liste qui est assez importante. Sachant que ces programmes, vous ne pouvez pas passer d'un programme à l'autre toujours facilement. Il y a certains programmes, vous pouvez passer de l'un à l'autre parce que c'est prévu. D'autres programmes, vous ne pouviez pas violer cette contrainte. Vous ne pouvez pas passer de dire je suis sur le programme de lancement et je passe tout de suite après sur l'alunissage. Ce n'est pas possible. Il y a certaines phases de vol qui autorisent le passage vers certains programmes, notamment des programmes d'urgence. On y reviendra. Donc pour sélectionner un programme, simplement, on va taper verbe 37 et ensuite le numéro de programme et appuyer sur Entrée. Donc, qui va nous permettre de passer d'un programme à l'autre. Et ça, c'est vraiment les astronautes qui vont dire « je suis dans telle phase de vol ». Et c'est le contrôle au sol aussi qui va éventuellement les guider sur le dire « vous passez sur tel programme ou tel mode de fonctionnement de l'AGC ». Je vous en parlais, entrer dans le mode idle, juste avant le lancement, c'est faire verbe 37, donc programme select, et ensuite, j'entre le nom 0 et j'appuie sur Entrée, tout simplement. La confirmation d'alunissage, verbe 37, 68, ça veut dire on a aluni. Le DISCI aussi permet, donc l'interface machine va vous permettre aussi d'afficher la surcharge de travail. Romain en a parlé tout à l'heure, l'ordinateur, il est alimenté par un certain nombre de compteurs, il a un certain nombre d'interruptions. Effectivement, la puissance de l'ordinateur est fixe.
Donc de temps en temps, il va pouvoir se retrouver en surcharge de travail parce qu'il est alimenté par trop d'événements, trop d'informations. Donc la surcharge de travail, en général, elle va allumer cette petite loupiote rouge qui s'appelle Master Alarm. Vous vous doutez bien que lorsque ça arrive, les gens commencent à transpirer un petit peu. C'est arrivé un certain nombre de fois pendant l'émission, nous allons y revenir juste après. En plus de cette Master Alarm, donc, qui est un indicateur visuel, vous avez un indicateur sonore, donc, qui est un signal carré, qui va osciller entre 750 Hz et 2 kHz par intervalle de 2,5 secondes. Imaginez le stress. Mais ça permet justement d'informer les astronautes qui n'ont pas forcément l'œil rivé sur cet indicateur qu'il se passe quelque chose de mal. Alors évidemment, quand vous êtes en condition de stress, parce que quelque chose se passe, vous ne pouvez pas avoir un son qui vous dit comme ça tout le temps, attention, il se passe quelque chose de mal. Donc ils ont la possibilité d'aller acquitter une partie de la Master Alarm, de dire, avec ce schéma, donc d'informer l'AGC, de dire j'ai bien pris en compte l'alarme, coupe le son. L'indicateur Master Alarm va rester allumé, mais le son sera coupé, ce qui va permettre aux astronautes de se concentrer sur les tâches à faire. Et deux solutions après arrivent, c'est soit la Master Alarm se résout d'elle-même au travers d'un restart de l'ordinateur ou d'une action des astronautes, soit soit effectivement l'ordinateur retombe tout seul sur un cas nominal, c'est-à-dire la surcharge de travail a disparu, auquel cas le signal Master Alarm va s'arrêter. Et donc ça permet aussi d'arriver sur certains incidents notables, j'en parlais à l'instant, que Romain va vous expliquer. Tout à fait, ouais. Il y a eu 2 incidents notables au cours des missions qui ont impliqué l'AGC. Le premier de ces incidents, sans doute le plus connu d'ailleurs, il a eu lieu au cours de la mission Apollo 11. Imaginez-vous, vous êtes dans le module lunaire, en pleine descente, environ 33 000 pieds au-dessus de la surface. C'est grosso modo l'altitude à laquelle vole un avion de ligne, quand soudain le fameux Master Alarm, programme alarme 1202. Avec ce code-là, vous êtes bien avancé. Les astronautes ici d'ailleurs. L'alunissage, c'est la phase de la mission qui représente la plus grosse charge de travail pour l'AGC. En plus de toutes les petites tâches de fond, il doit gérer la navigation, la propulsion, l'attitude du vaisseau, et il a des grosses charges I/O de la part de la centrale inertielle et de la radiosonde. En plus de ces systèmes-là, on demande aux astronautes de démarrer, avant l'alunissage, un autre device qui s'appelle le radar de rendez-vous, et qui permet, en cas d'abandon de l'alunissage, de facilement retourner au module de commande. Donc ce radar de rendez-vous, il est mis sous tension, dans un état idle, mais ce n'est pas le cas du CDU qui l'accompagne. Et ce qui s'est passé dans le cas d'Apollo 11, c'est un problème de déphasage électrique entre le CDU et l'AGC. La conséquence, ça a été un envoi de pulse de manière intempestive à l'ordinateur. Je vous parle ici de 15% de la charge CPU occupée à faire du cycle stealing parasite. Et comme on l'a vu tout à l'heure, qui dit cycle stealing dit cycle CPU en moins pour le processus en cours d'exécution. Et donc, des processus qui mettent plus de temps à s'exécuter. Et bien en fait, à partir de là, c'est une simple question de temps avant que l'exécuteur n'essaye de spawner un nouveau processus alors qu'il n'a plus de place dans une de ses tables. Executive Overflow, programme alarme. Heureusement, à chaque fois... Donc déjà, ce type d'alarme, il a eu lieu 5 fois au cours de la descente. 4 1202 qui correspondent à une corset table pleine et une 1201 pour le VAC plein. À chaque fois, la logique de software restart, elle a correctement fonctionné et l'ordinateur, il a pu reprendre son travail au bout de quelques secondes. Ça a tout de même été une bonne source de stress supplémentaire pour les astronautes, notamment sur un des redémarrages où ils ont perdu tout affichage du diski pendant une bonne dizaine de secondes, alors que celui-ci devait leur fournir des informations assez critiques sur leurs paramètres de vol. Le second incident, peut-être un peu moins connu, il a eu lieu au cours de la mission Apollo 14. Donc on est de nouveau dans le module lunaire, mais cette fois-ci, on est encore en orbite. Les astronautes ils sont en train de préparer le vaisseau pour l'alunissage quand Houston revient vers eux avec une problématique. Ils ont analysé la télémétrie, et il y a un bit en mémoire, CT, mais qui ne devrait pas l'être. Et ce bit, il correspond à l'appui du bouton de l'arrêt d'urgence de l'alunissage. Bien entendu, les astronautes, ils n'ont pas appuyé sur ce bouton. Et après quelques vérifications, l'AGC, il fonctionne parfaitement. Ce n'est pas le problème. Le problème, il vient du bouton en lui-même. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a eu exactement, mais on suspecte très fortement un petit débris de soudure qui flotte à l'intérieur du mécanisme et qui crée des contacts intermittents. Donc, si ça arrive au cours de la descente, la mission, c'est un échec. Donc là, je pense que vous l'aurez déjà compris, ce bouton, il n'est pas actionnable à n'importe quel moment de la mission. Par défaut, il est protégé par un simple bit en mémoire. Et ce bit, il est modifié à un événement précis dans la mission que les ingénieurs ont baptisé, et ça, c'est pas une blague, je vous jure, Burn Baby. Ça correspond au démarrage du moteur du module lunaire.
Le code qui modifie ce bit, je vous rappelle, on ne peut pas le modifier, il est littéralement tricoté dans la core rope memory. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est après le démarrage du moteur, on peut venir modifier l'état du bit via le disky, de sorte à inhiber de nouveau l'action du bouton. Donc là, on a partiellement résolu notre problème. On est capable de désactiver l'action du bouton. Par contre, on a une fenêtre de temps entre le moment où on démarre le moteur et le moment où on réalise cette action, où on est exposé à un potentiel contact. Donc en cas de contact du bouton, l'AGC il fait 2 vérifications. Est-ce que oui ou non le bouton est actionnable? Donc ça, c'est le fameux bit qu'on cherche à modifier. Et est-on en train de gérer un retour en orbite? Si vous êtes déjà en train de gérer un retour en orbite, le bouton n'a plus aucune action parce que vous êtes déjà en train de faire ce qu'il est censé déclencher. Donc pour faire cette vérification, il va aller lire le major mode inscrit dans le fameux mode register dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette valeur, en fait, c'est un simple flag en mémoire, ce qui signifie que la valeur que vous avez inscrite dans le major mode, dans le mode register, ce n'est pas nécessairement corrélé au major mode réellement exécuté par l'AGC. Donc toute la solution de contournement, elle va reposer là-dessus. On va aller mentir à l'AGC, on va aller lui faire croire qu'il est déjà en train de gérer un retour en orbite. Donc la séquence, c'est la suivante. Les astronautes, ils démarrent le premier programme responsable de l'alunissage, comme ils devraient le faire, en l'occurrence major mode 63. Dans la foulée, on va leur demander d'aller inscrire le major mode responsable du retour en orbite dans le mode register, major mode 71. On attend le démarrage du moteur, et une fois le moteur démarré, on peut aller remodifier le bit par le biais du disky pour inhiber l'action du bouton. Et enfin, on termine en venant réinscrire le vrai major mode dans le mode register pour le bon déroulé de la suite de l'alunissage. À ce stade-là, le bouton, il est inhibé. Si vous appuyez dessus, il ne se passera plus rien. Mais les astronautes, ils ont quand même la capacité d'abandonner l'alunissage. Dans ce cas-là, il leur suffit de démarrer le major mode 71 directement par le biais du disky. Et si vous avez bien écouté Olivier, vous connaissez la commande, verbe 37, verbe 37, entrée, 71, entrée. On arrive à la fin de cette présentation. On va parler un peu de l'héritage. Oui, effectivement, on va parler très rapidement de l'héritage du programme Apollo. Aujourd'hui, on pourrait se dire, tout ça, c'est super, à quoi ça nous sert? En fait, les retombées du programme Apollo, et notamment de l'AGC, ont été vraiment immenses dans de nombreux domaines. On va parler de la microélectronique, des télécommunications, de l'informatique, de l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, et j'en passe. Toutes les retombées, vous les utilisez quasiment tous les jours aujourd'hui. En termes de découverte et d'évolution technologique, c'est effectivement l'avènement des circuits intégrés, l'industrialisation des circuits intégrés, de l'informatique embarquée qui n'existait pas. C'est vraiment une des premières choses en informatique embarquée qui a permis le fait de pouvoir emmener des gens sur la Lune. La programmation en temps réel aussi. Mais aussi, on l'oublie, l'héritage du programme Apollo dans son ensemble a amené aussi beaucoup de choses auxquelles on pense moins, notamment la nourriture lyophilisée, et des choses aussi que vous utilisez probablement avec vos enfants, c'est les couches pour bébés. Il y a beaucoup d'autres choses. En termes d'ingénierie matérielle, puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'amélioration des procédés de fabrication des circuits électroniques. Évidemment, comme je l'ai dit, l'espace, c'est quelque chose, c'est un environnement qui est assez difficile. Il y a le dispersement aux radiations, l'augmentation de l'échelle d'intégration. On est passé d'une échelle d'intégration très grossière à une échelle beaucoup plus fine en quelques années, etc. En termes d'ingénierie logicielle, évidemment, c'est d'avoir un domaine qui est très distinct des mathématiques. À l'époque, l'informatique était très corrélée aux mathématiques, et là, c'est devenu vraiment une ingénierie à part entière, un domaine à part entière. Une approche rigoureuse du développement, donc avec des tests, avec du développement qui est vraiment très rigoureux, des approches orientées robustesse et résilience, c'est l'objectif, il ne faut pas faire mourir des gens dans l'espace, des abstractions, on en parlait tout à l'heure, avec des machines virtuelles, de l'instrumentation du code, on pouvait faire des snapshots de mémoire à 400 000 km, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à la conclusion. Ouais. Alors pour conclure très rapidement, le programme Apollo, ça a avant tout été la croisée d'un contexte à la fois historique et technologique assez propice, et l'informatique, elle a clairement joué un rôle clé dans son succès. Les briques technologiques nécessaires pour développer un ordinateur tel que l'AGC venaient tout juste d'être débloquées. Et à vrai dire, il est assez peu probable qu'un tel ordinateur ait pu le voir le jour, ne serait-ce qu'une décennie plus tôt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Kennedy il lance la course à la Lune, Shepard il vient tout juste d'accéder à l'espace grâce aux travaux des calculatrices. Les calculatrices, c'était une armée de personnes, très souvent des femmes, qui réalisaient les calculs nécessaires à la NASA à la main.
Bon, une décennie plus tard, quand Armstrong et Aldrin posent le pied sur la Lune, on a un ordinateur qui est assez compact pour tenir dans un module habité. Et à la fin du programme Apollo, l'AGC, c'est déjà une technologie totalement obsolète. Les ingénieurs qui ont bossé sur cet ordinateur, là je parle aussi bien de l'AGC que toute la chaîne de production des composants en amont, ça a vraiment été les pionnières et les pionniers. Et les problématiques à laquelle ils ont fait face, ils ont su apporter des solutions, et ces solutions, elles ont par la suite profité à l'ensemble de notre industrie. Donc le programme Apollo, ne faites pas de l'erreur de le voir comme une étape indispensable, mais en tout cas, ça a été un formidable accélérateur pour le développement de l'électronique et de l'informatique moderne. Donc si parfois vous posez une question tout à fait légitime en soi, à quoi ça sert de financer de tels programmes, gardez quand même dans un coin de votre tête cette idée que pour réaliser de tels exploits, en fait, ça demande des efforts de R&D qui sont très importants. Et que les fruits de ces efforts de R&D, par la suite, ça peut trouver des applications extrêmement concrètes dans votre quotidien. Et donc, maintenant qu'on a conclu, on voudrait juste vous partager très rapidement les références sur lesquelles nous sommes appuyés. Un livre qui est The Apollo Guidance Computer, que je vous conseille de lire. C'est un livre qui est très technique sur le sujet, mais qui est très intéressant, qui était une source d'informations inépuisable. Sunburst and Luminary, qui est un livre qui a été écrit donc, par un ingénieur donc, qui a vécu toute cette partie. La chaîne de Curious Mark et de Ken Sheriff, qui font partie du programme de restauration des machines donc, de l'AGC. Et vous pouvez retrouver de quoi jouer sur Internet, soit installé sur votre ordinateur, soit en ligne, de quoi utiliser l'AGC en vrai sur votre machine. Si ça vous dit, vous pouvez aller regarder le code source qui est disponible sur GitHub, là d'Apollo 11, mais il y a plusieurs missions disponibles. Vous pouvez suivre Apollo en temps réel, si ça vous dit, avec les images et l'audio de l'époque. Et de la même ligne, Apollo Flight Journal. Voilà. Donc il y a différentes ressources que vous pourrez aller voir. On vous parlait des calculatrices instant, Les Figures de l'ombre, ce film qu'on vous conseille de regarder. Et nous avons terminé. Nous vous remercions. Merci beaucoup.